Le soir où j'ai découvert que je n'étais pas invité au dîner de la veille du mariage de ma propre fille, je me tenais dans ma cuisine à Nantes, en train de plier le chèque que je venais de signer pour un montant de 58 000 euros. C'était le dernier versement pour le mariage de rêve de Léa. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, j'ai 58 ans, et je pensais savoir ce que signifierait être un bon père. Il s'est avéré que je me trompais. J'avais déjà couvert tout ce que Léa avait entouré dans ses magazines de mariés sur papier glacé. Le domaine, le traiteur, le photographe, les fleurs, l'orchestre, tout ce dont elle rêvait depuis ses 12 ans. Ma défunte épouse Isabelle aurait adoré voir ce jour. Je le faisais pour nous deux. J'ai appelé Léa pour confirmer que le paiement était passé. « Salut ma chérie », ai-je dit quand elle a décroché. Je voulais juste te dire que le virement pour le domaine du château a été validé. Tout est prêt pour samedi. Il y a eu une pause. De la musique en arrière-plan, des rires, le tintement des verres. Oh papa, merci. C'est génial. Sa voix semblait lointaine, distraite. J'ai supposé qu'elle était occupée par les préparatifs. Alors, à quelle heure veux-tu que je sois là vendredi pour le dîner de famille? J'ai demandé. Je pensais venir tôt pour aider à tout mettre en place si tu as besoin de quoi que ce soit. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis une voix différente est intervenue. Mathieu, mon futur gendre. Une voix lisse et assurée, comme s'il avait répété ce moment. Salut Jean-Pierre. En fait, le dîner de la veille est réservé uniquement aux témoins et à la famille très proche. Tu sais, pour garder ça intime et significatif. J'ai changé le téléphone d'oreille. La famille proche. Je suis son père, Mathieu. Je suis la famille proche. Bien sûr, a-t-il dit, en utilisant ce ton patient que les gens prennent quand ils pensent que vous ne comprenez pas une évidence. Mais c'est vraiment juste pour les personnes qui participent à la cérémonie. Les demoiselles d'honneur de Léa, mes garçons d'honneur, nos parents qui nous accompagnent, qui l'accompagnent jusqu'à l'hôtel. C'était moi qui devais la conduire. Je remonte l'allée avec Léa, ai-je dit calmement. En fait, a dit Mathieu, et je pouvais entendre Léa chuchoter quelque chose derrière lui, nous avons décidé que mon père et son oncle Marc le feraient ensemble. Tu sais, comme Isabelle n'est plus là, cela semble plus équilibré ainsi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. L'oncle Marc. Le frère d'Isabelle qui vivait à Lyon et voyait Léa peut-être 2 fois par an. C'était lui qui allait conduire ma fille à l'hôtel. Pas moi. Léa, ai-je dit, la gorge serrée. Est-ce que c'est vrai? Elle est revenue sur la ligne, la voix petite. Papa, c'est juste que la famille de Mathieu est très traditionnelle, et ils ont pensé que ce serait bien si je n'ai pas entendu la suite. Le téléphone me semblait lourd dans la main. La cuisine, celle que Isabelle et moi avions rénovée ensemble il y a 20 ans quand je travaillais encore sur les chantiers entre 2 contrats d'électricien, semblait soudain trop silencieuse, trop pleine de souvenirs. Papa, a dit Léa. Tu es toujours là? Oui, ai-je réussi à articuler. Je suis là. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. C'est juste que c'est notre journée, et nous voulons qu'elle soit parfaite. Notre journée. La journée pour laquelle j'épargnais depuis sa naissance. La journée pour laquelle j'avais liquidé une partie de ma retraite complémentaire du bâtiment pour payer. Bien sûr, ai-je dit. Je comprends. Super. On se voit donc samedi pour la cérémonie à 14 heures précises. Je t'aime, papa. La ligne a coupé avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là, tenant un téléphone silencieux, fixant mon carnet de chèques encore ouvert sur le comptoir. 58 000 euros. Ce chiffre me fixait en retour. Ce n'était même pas le plus gros chèque que j'avais fait pour Léa. Il y avait eu les 15 000 euros pour l'apport de son appartement quand elle et Mathieu s'étaient installés ensemble. Les 7 000 euros que j'avais discrètement versés quand leur carte de crédit était au plafond après Noël. Les 9 000 euros pour l'entreprise de paysagisme de Mathieu qui n'a jamais vraiment décollé. Je m'étais dit que c'était ce que faisaient les pères. On aide, on soutient, on s'assure que son enfant a les opportunités qu'on n'a pas eues. Mais ceci, être remplacé par l'oncle Marc, être exclu du dîner comme si j'étais un cousin éloigné, c'était différent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans le vieux fauteuil de lecture d'Isabelle et j'ai fixé notre photo de mariage sur la cheminée.
Nous nous étions mariés à la mairie avec presque rien en poche. Pas de traiteur de luxe, pas d'orchestre, pas de château. Juste de l'amour et une promesse que nous avons tenue grâce à mon salaire d'électricien et ses gardes d'infirmière. Isabelle a travaillé de nuit à l'hôpital public pendant 15 ans pour que je puisse construire ma carrière d'artisan sans que nous sombrions financièrement. Le lendemain de cet appel, je me suis réveillé tôt. Pendant des années, c'était l'habitude d'Isabelle. Elle disait que le calme avant que le monde ne s'éveille est le moment où l'on pense clairement. Je me suis retrouvé à la table de la cuisine à 6h15, fixant les relevés bancaires étalés sur la surface. Quand on vit avec une pension de retraite et la sécurité sociale, on suit chaque euro. Ma retraite n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas illimitée non plus. En regardant les chiffres maintenant, en les regardant vraiment, j'ai vu quelque chose que j'avais été trop coupable d'admettre auparavant. Au cours des 3 années depuis que Léa avait rencontré Mathieu, je leur avais donné 89 000 euros. Je l'avais noté une fois dans un carnet que je gardais dans mon bureau. Mais en le voyant à la lumière du matin, le chiffre semblait plus lourd. 89 000 euros, c'était plus que ce que je gagnais en 2 ans de travail acharné. C'était l'apport de la maison pour laquelle Isabelle et moi avions économisé pendant 5 ans. J'ai pris mon téléphone. 3 messages de Léa, tous envoyés après minuit. Papa, tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? La famille de Mathieu est juste pointilleuse sur ces choses-là. Je t'aime. J'ai hâte que tu me vois remonter l'allée samedi. Remonter l'allée avec l'oncle Marc pendant que je serais assis sur un banc comme n'importe quel autre invité. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi cesse de briser. Pas de manière bruyante ou dramatique, mais silencieusement, comme un vieux disjoncteur qui finit par sauter après avoir porté une trop lourde charge pendant trop longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au compte joint que j'avais ouvert pour les urgences. Celui auquel Léa avait accès quand elle avait vraiment besoin d'aide. Le solde était de 2 847 euros. Il aurait dû être proche de 18 000. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Retrait de 500 euros pour réparation de voiture. Retrait de 1 200 euros pour une facture médicale. Retrait de 2 100 euros pour un paiement de taxes imprévu. Tout cela au cours du dernier mois. Tout cela pendant que je signais des chèques pour les frais du mariage. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la vérité m'envahir. Elle ne prenait pas seulement mon argent. Elle le prenait tout en me poussant activement hors de sa vie. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma banque. Banque Populaire, Kevin à votre écoute. Comment puis-je vous aider? Bonjour Kevin, c'est Jean-Pierre Morel. Je dois retirer quelqu'un de mon compte joint. Très bien, monsieur Morel. Puis-je demander qui vous retirez? Ma fille. J'ai passé le reste de la matinée à passer des appels. La banque, ma mutuelle, chaque compte où Léa avait un accès. Je les ai tous fermés. Quand j'ai eu fini, mes mains étaient stables pour la première fois depuis des heures. Cet après-midi-là, je suis allé dans un café à l'autre bout de la ville et j'ai commandé un café noir. J'avais besoin d'être ailleurs que chez moi, un endroit qui ne résonnait pas de l'absence d'Isabelle et de la trahison de Léa. À la moitié de mon café, mon téléphone a sonné. Léa. Papa. Sa voix était tendue, en colère. Qu'est-ce ce que tu as fait? Comment ça? La banque m'a appelé. Ils ont dit que tu m'avais retiré de tes comptes. De tous. C'est exact. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne suis pas une banque, Léa. Je suis ton père. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai posé mon café avec précaution. Ça veut dire que j'ai fini d'être traité comme un distributeur automatique qui se trouve aimé. Ce n'est pas juste. Nous avions besoin de cet argent. L'entreprise de Mathieu vient tout juste de commencer. Moi aussi j'ai des dépenses. Tu es à la retraite, papa. Quelles dépenses as-tu? J'ai ri. Un son amer qui m'a surpris. J'ai 58 ans, Léa, je ne suis pas mort. J'ai un crédit immobilier, les charges, les factures médicales. Le médecin veut que je fasse de la rééducation pour mon dos 2 fois par semaine. C'est 80 euros chaque séance que ma mutuelle ne couvre pas entièrement. Tu as plein d'argent. Tu es juste mesquin à cause de cette histoire de dîner. Mesquin. Cette histoire de dîner. J'ai payé 58 000 euros pour ton mariage, Léa. Ce n'est pas mesquin.
C'est plus que ce que j'ai gagné certaines années sur les chantiers. Je voulais le faire parce que tu es ma fille et que je t'aime. Mais je ne paie pas pour le privilège d'être traité comme si je ne comptais pas papa, tu réagis de manière excessive. Non, je réagis enfin de manière appropriée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela signifie que la banque est fermée, Léa. Définitivement. Je pouvais l'entendre respirer rapidement. Tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Le mariage est dans 2 semaines. Le mariage est payé. Chaque centime. Tu auras ta journée parfaite. Nous avons besoin d'argent pour la lune de miel. Nous comptions sur toi pour nous aider. Tu as toujours dit que tu nous aiderais à démarrer. Je vous ai donné 89 000 € en 3 ans, Léa. Vous avez démarré. 89, elle semblait sincèrement choquée. Ce ne peut pas être vrai. C'est vrai. J'ai les relevés. 15 000 pour l'apport. 7 000 pour vos dettes de Noël. 9 000 pour l'entreprise de Mathieu. Plus tout l'argent que tu as retiré du compte joint pour des réparations de voitures, des factures, peu importe l'urgence qui surgissait chaque mois. Un long silence. Papa, a-t-elle dit finalement, et sa voix était froide. Si tu nous coupes les vivres, tu vas le regretter. Quelque chose dans son ton a glacé mon sang. Est-ce une menace? C'est un fait. Nous allons gérer cela à notre manière. La ligne a coupé. Je suis resté dans ce café pendant encore 1 heure, attendant que la peur vienne. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 3 ans et que je pouvais enfin expirer. 3 jours ont passé. J'ai travaillé dans le garage, organisé mes outils comme nous le faisions sur les chantiers. J'ai réparé une planche lâche sur la terrasse, nettoyé les gouttières. Des choses normales qui me donnaient l'impression de reprendre ma vie en main. Jeudi matin, on a sonné à la porte. J'ai ouvert pour trouver un homme en costume coûteux, avec une sacoche en cuir et un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Jean-Pierre Morel? Oui. Il a sorti une enveloppe Kraft. Vous êtes assigné. Mon estomac s'est noué. Assigné pour quoi? Un procès. Votre fille et son fiancé vous poursuivent pour rupture de promesse et préjudice financier. Il réclame 25 000 €. Il m'a tendu l'enveloppe et est parti. Je suis resté sur mon seuil, tenant l'enveloppe comme si elle était contaminée. Un procès. Ma propre fille me poursuivait. Je suis allé à l'intérieur et je me suis assis à la table de la cuisine. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Plainte pour rupture de contrat. Demandeur Léa Morel et Mathieu Vallet. Défendeur Jean-Pierre Morel. J'ai parcouru les pages. Le défendeur a fait des promesses verbales répétées de fournir un soutien financier pour le mariage et la lune de miel des demandeurs. Les demandeurs se sont appuyés sur ces promesses de bonne foi. Le défendeur a délibérément et malicieusement retiré le soutien promis. Montant demandé 25 000 € pour les frais de lune de miel et le préjudice moral. Il ne demandait pas seulement de l'argent pour le voyage. Il demandait des dommages et intérêts pour le crime de les avoir empêchés de me vider de mon sang. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Morel, ici maître Valérie Martin. Un confrère m'a mentionné votre situation. Avez-vous une représentation juridique? Comment le savez-vous? Le milieu juridique est petit. Les cas comme le vôtre sont plus courants qu'on ne le pense. Avez-vous déjà reçu l'assignation? Il y a 20 minutes. Seriez-vous prêt à me rencontrer cet après-midi? La consultation est gratuite. 2 heures plus tard, j'étais assis face à Valérie Martin dans son bureau du centre-ville. Environ 50 ans, des yeux vifs derrière ses lunettes, une présence calme qui vous faisait sentir que les choses pourraient aller bien. Elle a lu la plainte en prenant des notes. C'est un cas d'école d'abus financier déguisé en litige contractuel. Abus financier? J'ai 58 ans. Vous êtes veuf avec des enfants adultes qui font des demandes financières sous la menace d'une action en justice. C'est de l'abus. Elle s'est penchée en avant. Dites-moi tout. Alors je l'ai fait. Les coûts du mariage, les années de soutien, les comptes joints, l'exclusion du dîner, la menace, tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Monsieur Morel, avez-vous de la documentation? Tout.
Je garde des registres détaillés. C'est l'habitude quand on gère des chantiers. On note tout, tous les sous-traitants vous marchent dessus. Pour la première fois, elle a souri. Bien. Nous ne allons pas seulement nous défendre contre ce procès. Nous allons l'anéantir. Elle a sorti un bloc-notes. Voici ce qui se passe. Ils prétendent que vous avez fait des promesses, mais une promesse de faire un cadeau n'est pas juridiquement exécutoire à moins qu'elle ne soit écrite. Et vous leur avez déjà donné des dizaines de milliers d'euros. Toute personne raisonnable dirait que vous avez plus que rempli toute obligation morale. Au cours de la semaine suivante, Valérie et moi avons construit mon dossier comme je planifiais autrefois des installations électriques. Chaque détail cartographié, chaque fil remonté à sa source. Chaque relevé bancaire remontant à 3 ans. Chaque SMS où Léa demandait de l'argent. Chaque email où je disais oui. Chaque retrait du compte joint. La trace écrite était accablante. 15 000 € pour l'apport de l'appartement. 7 000 € pour éponger les dettes de carte de crédit. 9 000 € pour l'investissement dans l'entreprise ratée. Plus 58 000 € pour les frais de mariage. Plus des dizaines de petits montants, 500 € par-ci pour une réparation de voiture, 800 € par-là pour des factures imprévues, 1 200 € pour ce qu'elle appelait des dépenses d'urgence que je ne contestais jamais. S'il pousse cela jusqu'au tribunal, a dit Valérie, nous montrerons au juge exactement quel genre de personnes ils sont. Une partie de moi espérait que Léa reviendrait à la raison, abandonnerait le procès, tenterait de reconstruire ce que nous avions brisé. Cet espoir est mort le mardi matin. J'arrachais des mauvaises herbes quand la voiture de Léa s'est garée. Elle est sortie, lunettes de soleil malgré le ciel couvert, marchant vers moi comme si le trottoir lui appartenait. Nous devons parler. Je me suis levé, brossant la terre de mes genoux. J'ai une avocate maintenant, Léa. Tu devrais lui parler. Je ne suis pas là pour le procès. Je suis là pour le mariage. Ma poitrine s'est serrée. Quand est-il? Elle a enlevé ses lunettes. Ses yeux étaient rouges, mais je ne savais pas si c'était de tristesse ou de colère. Mathieu et moi avons discuté. Nous avons décidé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas. Le monde a basculé. Ne pas venir à ton mariage? Ce sera gênant avec tout ce qui se passe. Le procès, le fait que tu nous coupes les vivres, que tu transformes ça en histoire d'argent. Nous ne voulons pas de cette énergie pour notre journée spéciale. Transformer ça en histoire d'argent? Léa, c'est toi qui me poursuis pour 25 000 €. Parce que tu l'avais promis. A-t-elle crié. Tu as toujours promis d'être là pour moi, et maintenant, quand nous avons réellement besoin de toi, tu es égoïste. Je t'ai donné près de 90 000 €. Et c'est moi qui suis égoïste? Et alors? Tu penses que ça te donne le droit de nous juger? De nous embarrasser? Elle s'est approchée. Très bien. Garde ton argent, garde tes limites, mais ne t'attends plus à faire partie de nos vies. La famille de Mathieu m'avait prévenu. Ils ont dit que tu essaierais de me manipuler, d'utiliser l'argent pour me contrôler. Chaque mot frappait comme un coup physique. Je n'ai jamais essayé de te contrôler. Alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ruines-tu le moment le plus heureux de ma vie? Parce que je suis ton père, pas ta tirelire. Elle m'a fixé. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De l'incertitude peut-être. Mais cela a disparu. Ne viens pas au mariage. Je vais faire retirer ton nom de la liste des invités. Elle s'est retournée et est remontée dans sa voiture. Je suis resté dans mon jardin, regardant ma fille partir, et j'ai réalisé que je l'avais déjà perdue. Peut-être il y a longtemps. Peut-être au moment où je lui ai appris que l'amour pouvait se mesurer en signes monétaires. Cette nuit-là, j'ai appelé Valérie. Elle m'a désinvité du mariage. Je suis désolé, Jean-Pierre. Ne réponds pas. On ne se laisse pas abattre. Maintenant je sais exactement à qui nous avons affaire. Alors donnons-leur le combat qu'ils ont demandé. 2 semaines plus tard, nous étions dans une salle d'audience. Rien de dramatique comme dans les films, juste un petit tribunal civil avec des lumières néons et une moquette usée. Léa et Mathieu étaient assis avec leur avocat d'un côté. Valérie et moi de l'autre. La juge Lefebvre, la cinquantaine, des lunettes de lecture sur une chaîne, ressemblait à quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses jamais inventées. L'avocat de Léa a commencé le premier. Jeune,
trop sûr de lui. Monsieur le juge, il s'agit d'une rupture flagrante de promesses de soutien. Monsieur Morel a pris des engagements spécifiques pour financer la lune de miel de sa fille. Le couple s'est appuyé sur ses promesses et se trouve maintenant en difficulté financière. Il a présenté leurs preuves. Des SMS où j'avais dit ne t'inquiète pas, je vais aider. Des emails où j'avais écrit je veux que tu aies le mariage de tes rêves. Le tout déformé pour ressembler à des contrats contraignants. Puis Léa a témoigné. Robe bleu pâle, cheveux attachés, l'image d'une fille blessée. Mon père a toujours été mon pilier. Après la mort de maman, il a promis qu'il prendrait soin de moi, que je n'aurais jamais à m'inquiéter. Elle a tamponné ses yeux. Mathieu et moi avons planifié notre lune de miel sur la base de la promesse de papa. Puis, sans prévenir, il nous a coupés. Il a dit des choses horribles sur l'entreprise de Mathieu. Elle m'a regardé directement. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à mon père. Puis c'était notre tour. Valérie s'est levée, calme et précise. Madame le juge, les demandeurs voudraient faire croire à ce tribunal que Monsieur Morel est un père insensible. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Elle a ouvert notre classeur. Sur 3 ans, Monsieur Morel a donné aux demandeurs 89 000 euros. Pas prêté, donné, sans aucune attente de remboursement. Elle a guidé la juge Lefebvre à travers la documentation. Chaque chèque, chaque virement, chaque fois que j'avais dit oui. Ce n'est pas un homme qui manque de soutenir sa fille. C'est un homme qui a été systématiquement exploité jusqu'à ce qu'il dise assez. Puis j'ai témoigné. J'ai raconté à la juge mon travail d'artisan pendant 35 ans. Chaque euro que j'ai donné à ma fille provenait de l'argent que j'avais gagné avec mes mains, de l'argent que j'avais économisé pour ma retraite. J'ai regardé Léa. J'aurais tout donné à ma fille. Je lui ai tout donné. Mais au moment où je me suis arrêté, elle m'a poursuivi. Ce n'est pas une fille cherchant du soutien. C'est quelqu'un qui me voit comme une ressource à extraire. La juge Lefebvre a retiré ses lunettes. Laissez-moi comprendre. Vos clients ont reçu 58 000 euros pour un mariage et 30 000 euros de paiement divers totalisant 89 000 euros sur 3 ans. Maintenant, ils poursuivent pour 25 000 euros supplémentaires parce que Monsieur Morel a refusé de financer leur lune de miel? Monsieur le juge, les promesses ont été faites, des promesses alléguées, a interrompu la juge. Des déclarations verbales de soutien ne sont pas des contrats contraignants, surtout quand Monsieur Morel a fourni une aide substantielle dépassant largement les attentes raisonnables. Elle a regardé Léa et Mathieu. Je vois ce schéma fréquemment. Des enfants adultes habitués au soutien parental qui le considèrent comme un dû plutôt que comme un cadeau. Quand ce soutien est retiré, il riposte juridiquement. Léa fixait ses mains. Mathieu bougeait nerveusement sur sa chaise. Ce tribunal rejette catégoriquement la demande des plaignants. Un soulagement m'a envahi. De plus, je suis troublé par le moment choisi pour ce procès. Demander des dommages pour préjudice moral tout en excluant le défendeur d'un mariage qu'il a financé suggère que cette action a été intentée de mauvaise foi. Elle a regardé l'avocat de Léa. Je condamne les demandeurs à payer les frais de justice de Monsieur Morel, et je transmets ce dossier au service de protection des personnes vulnérables pour examen en tant qu'abus financier potentiel sur personnes vieillissantes. Le visage de Léa est devenu blanc. Le marteau est tombé. Dans le couloir, Valérie m'a serré la main. Vous avez réussi, Jean-Pierre. À travers les portes de la salle d'audience, je pouvais voir Léa et Mathieu se disputer à voix basse et colérique. Leur avocat rangeait sa sacoche avec des gestes secs et frustrés. Penses-tu qu'elle comprendra un jour? J'ai demandé. Valérie les a regardés et a secoué la tête. Certaines personnes ne comprennent jamais. Mais ce n'est plus ta responsabilité. Je suis sorti dans l'après-midi ensoleillé de Nantes. L'air sentait la pluie et le café. Des gens normaux faisant des choses normales, ignorant tout de la petite guerre qui venait de se terminer. J'ai acheté un café et je me suis assis sur un banc dans un parc. J'ai regardé les familles passer, des pères avec leurs filles, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas encore du bonheur, mais de la paix. Mon téléphone a vibré. Un message de Joyce, ma voisine, j'ai entendu pour le tribunal. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. Passe dîner cette semaine? J'ai souri et j'ai répondu, avec plaisir. Au cours des mois suivants, ma vie a changé de manière modeste mais importante.
J'ai vendu la grande maison pleine de souvenirs et j'ai emménagé dans un endroit plus petit en centre-ville avec vue sur la Loire. J'ai rejoint un cours d'ébénisterie au centre communautaire où certains autres gars étaient des artisans retraités comme moi. Nous travaillions sur des projets et parlions du bon vieux temps où le travail manuel signifiait quelque chose. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque, lisant pour les enfants les mardis après-midi. Cela m'a rappelé pourquoi j'avais voulu être père au départ, cette joie pure que les enfants tirent de choses simples, avant que le monde ne leur apprenne à vouloir plus, toujours plus. J'ai voyagé. Pas des voyages extravagants, mais des vrais. Je suis monté sur la côte jusqu'à Saint-Malo, j'ai rendu visite à mon ancien chef de chantier qui avait pris sa retraite là-bas. Nous avons passé un week-end à pêcher et à parler des chantiers sur lesquels nous avions travaillé. Il m'a parlé de ses propres luttes avec son fils, de la façon dont fixer des limites avait en fait sauvé leur relation sur le long terme. J'ai pris le train pour Bordeaux pour voir mon colocataire d'université à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Nous avons bu un peu trop de vin et avons ri de notre vieillesse, des enfants qui pensent tout savoir. J'ai vécu pour moi-même. Pas pour Léa, pas pour les attentes de qui que ce soit. Pour moi. 3 mois après l'audience, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe simple avec une écriture que j'ai reconnue. Papa, Mathieu et moi nous sommes mariés le mois dernier. Petite cérémonie, juste la famille proche à la mairie. On ne s'est pas fait de grandes fêtes finalement. Mon thérapeute a suggéré que j'essaie d'expliquer certaines choses. Mathieu et moi nous sommes séparés il y a 2 semaines. Il s'avère qu'il n'était intéressé par moi que tant que l'argent coulait. Quand ça s'est arrêté, il a trouvé quelqu'un d'autre dont le père avait encore un carnet de chèques ouvert. Je réalise maintenant que tu avais raison sur Mathieu, sur les limites, sur tout. Je t'aille volé. Pas seulement de l'argent, mais de la confiance, du respect et de l'amour. Je t'aille traité comme si tu n'avais de valeur que pour ce que tu pouvais fournir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'avais besoin que tu saches que je vois clair maintenant. Ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. Je suis désolé, papa. Léa. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée et mise dans le tiroir de mon bureau. Une partie de moi voulait l'appeler, mais je n'étais pas prêt. Peut-être un jour. Ou peut-être pas. Mais j'avais appris que l'amour ne signifie pas toujours se précipiter pour tout réparer. La guérison venait lentement, comme un tissu cicatriciel se formant sur une coupure profonde. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, j'ai rencontré Catherine au cours d'ébénisterie. C'était une infirmière à la retraite, elle comprenait la perte, comprenait l'importance des limites. Nous avons pris les choses lentement, appréciant la compagnie de l'autre sans attente. Je me suis fait de nouveaux amis grâce au bénévolat, des gars de mon âge qui avaient élevé des enfants et appris des leçons difficiles sur le moment où il faut aider et le moment où il faut prendre du recul. Nous prenions un café, parlions de nos petits-enfants que certains d'entre eux avaient la chance de voir. Ce soir-là, debout sur mon balcon regardant le coucher de soleil sur la Loire, j'ai pensé à Isabelle. Elle serait fière, ai-je réalisé. Pas de la douleur ou du procès, mais de l'homme qui avait enfin appris sa propre valeur. J'ai levé ma tasse de café vers le soleil couchant, à Isabelle, aux secondes chances, à l'avenir. Mon nom est Jean-Pierre Morel. J'ai 58 ans, et pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartient. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime est de lui apprendre que notre amour n'est pas à vendre. La vraie force n'est pas dans ce que vous pouvez donner, elle est de savoir quand s'arrêter et commencer à se respecter soi-même. Cette histoire nous rappelle cruellement que la générosité sans limite peut parfois étouffer le respect au sein d'une famille. Jean-Pierre a agi par pur amour paternel, mais il a fini par devenir un simple outil financier aux yeux de sa propre fille. C'est un dilemme auquel beaucoup de parents sont confrontés, comment aider ses enfants à réussir sans les transformer en adultes dépendants et ingrats. Le revirement de situation au tribunal n'est pas seulement une victoire juridique, c'est une leçon de vie nécessaire pour Léa, qui a dû perdre tout son confort financier pour enfin voir la réalité de sa relation avec Mathieu et la valeur de son père. Le respect de soi est le fondement de toute relation saine, même avec nos propres enfants. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Jean-Pierre a été trop dur en coupant les ponts si brusquement, ou était-ce la seule solution pour se protéger? Avez-vous déjà dû fixer des limites financières strictes avec un membre de votre famille pour préserver votre propre dignité? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires.